on a tous, vous avez tous connu le Lego, le jeu de Lego, enfant, le jeu de construction de Lego. On y a tous joué, puis on sortait des trucs incroyables quand même, hein, tout droit sortis de notre imaginaire en empilant des petites briques de couleurs. C'était un jeu très drôle, le jeu de construction de Lego. Mais maintenant, adulte, qu'en est-il de ce jeu de construction de Lego? Est-ce que c'est le même? Eh bien, en fait, pas vraiment. On s'amuse plus trop, c'est plus un jeu. En tout cas, c'est pas le même jeu. Le jeu devient plutôt le moi-je et le Lego devient Lego. Et là, ça devient un peu plus compliqué de jouer. Ouais. Le mental a pris le dessus sur l'intuition, sur l'imaginaire, sur la créativité. Mais on a Laurent Gounel qui est là pour nous apprendre ou nous réapprendre à nous jouer de Lego. Bienvenue, Laurent Gounel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Est-ce que vous... Ah, bonjour Mar. Est-ce que vous êtes heureux tout court? Bon. Vous savez que le bonheur est une quête qui m'anime depuis 27 ans maintenant. Voilà, j'en ai 50 aujourd'hui, en fait, depuis l'âge de 23 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 23 ans? À 23 ans, c'est l'âge auquel je suis rentré dans la vie active. Voilà, j'avais mon diplôme en poche, j'étais très fier. Et je me suis retrouvé jeune cadre au sein de la direction financière d'une grande entreprise. Et je me revois encore avec mon petit costume et ma cravate, alors qui ne venait pas de chez Arnis, mais qui était quand même très élégant. Et j'allais comme ça le matin au bureau. Et en fait, pour tout vous dire, comme j'étais à un poste financier, alors financier aujourd'hui c'est un peu un gros mot, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était dans les années 80, oui, c'était plutôt valorisé. Vous savez, c'était les années tapis où tout le monde voulait devenir milliardaire, quoi. Donc être financier à l'époque, c'était plutôt valorisé, quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y avait une part de moi qui était donc plutôt heureux, plutôt fier d'aller travailler comme ça, comme jeune cadre financier. Puis il y avait une autre part de moi qui, assez vite, même très vite, a réalisé que c'était peut-être pas mon truc, finalement, quoi. C'était peut-être pas si intéressant, si épanouissant que ça. Oui, j'avais 2 ordinateurs sur mon bureau, j'avais des piles de listings à l'époque. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont mon âge, les listings étaient assez larges, il y avait des petits trous sur les côtés, il y en avait des piles très épaisses. Et je devais analyser à longueur de journée des écarts entre des budgets et du réel, en fait, et puis tenter d'expliquer ça. Et en fait, j'étais partagé et il s'est passé un phénomène assez étonnant que je n'ai pas du tout interprété à l'époque. Ce phénomène, c'est que j'ai commencé à souffrir de lumbago. C'est-à-dire, en fait, j'allais assez souvent au boulot un peu bloqué. Vous voyez, j'avais des douleurs dans le dos. Mais bon, voilà, quoi, je l'imputais à un faux mouvement ou je ne sais quoi encore. Bon, je suis toujours fils de scientifique, donc j'avais un cerveau gauche assez développé, si vous voulez. Et donc, je cherchais des explications rationnelles à ce qui m'arrivait. D'accord? En tout cas, à ce qui m'arrivait physiquement. Donc pour moi, toutes les maladies avaient une cause objective, que ce soit un virus, un microbe, une cause environnementale ou un faux mouvement en l'occurrence. Sauf que ces lumbagos ont eu tendance à se répéter. Alors que j'étais traité, évidemment, j'allais voir le médecin, il me donnait du Voltaren à l'époque, un anti-inflammatoire qui me soulageait un petit peu. Bon, j'entendais dire que c'est pas très bon pour la santé, mais je continuais tant bien que mal, quoi. Et en fait, c'est peut-être, mais je sais pas, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, que j'ai réalisé qu'il y avait peut-être un sens à ça, il y avait peut-être un message de mon corps qui m'informait qu'il y avait peut-être un problème, quoi, en l'occurrence lié à ce métier, parce que c'est vraiment quand je me rendais au bureau que j'étais bloqué. Et puis ça s'est accentué jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de travailler et d'un seul coup, j'étais complètement bloqué. C'est là, je ne pouvais plus du tout me pencher ni m'asseoir. Et comme c'était une grande entreprise, il y avait un service médical. Donc je suis descendu, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendu au service médical et puis j'ai été reçu tout de suite par un médecin. Et le médecin m'a dit, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, donc voilà, anti-inflammatoire, rentrez chez vous. Et je lui dis, mais comment voulez-vous que je rentre chez moi? Je suis tellement bloqué que je ne pourrais même pas m'asseoir dans un taxi, quoi. Et il m'a dit, bah, prenez le métro. Bon. Et là-dessus, j'étais un peu désemparé. Et là-dessus, il me fait une piqûre je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais apparemment j'ai mal réagi à la piqûre parce que j'ai fait une syncope. Donc finalement, moi qui étais rentré, vous voyez, dans cette entreprise très fier, donc la tête haute, j'en suis reparti à l'horizontale sur une civière. Et en fait, j'y suis pas retourné, quoi. J'y suis pas retourné. Et à partir de là a commencé pour moi une période d'errance. C'est-à-dire, en fait,
j'ai su que je n'étais pas fait pour ce métier, pour ce type de métier, et ça me posait problème parce que j'avais investi 5 ans d'études supérieures dans ce domaine, et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas repartir à zéro. Enfin, j'aurais perdu 5 ans de ma vie pour rien. Donc, vous voyez, c'était difficilement acceptable. Donc, j'ai cherché des postes un peu connexes, un peu différents, tout en étant proche. Et comme ça, j'ai erré pendant quelques années. Et j'avais de nouveaux mots. Par exemple, je me souviens, mais vraiment, au poste suivant, je me suis mis à avoir des angines. Des angines, mais à répétition. La répétition, c'est que j'avais une angine à peu près toutes les 3 semaines, en moyenne, ce qui n'est pas anodin quand même. Donc là aussi, traité, antibiotiques et compagnie. Et puis j'avais ces angines, et là aussi, je n'imaginais pas que ça puisse être un message de mon corps. Vous voyez, c'est des années après que je me suis dit, tiens, finalement, c'était peut-être une activité qui me restait en travers de la gorge, vous voyez. Mais donc j'ai continué comme ça, tant bien que mal, et puis j'ai changé de poste. Vraiment, je me cherchais jusqu'à finir par me faire licencier. C'est-à-dire vraiment, vous savez, quand on n'aime pas ce qu'on fait, quand on ne s'épanouit pas, on est rarement bon. En plus, j'ai toujours eu un trait de personnalité qui faisait que j'ai toujours eu du mal à me forcer à faire ce que j'aime pas, quoi. Donc en fait, j'étais vraiment mauvais, quoi. Donc je me suis vraiment fait virer. Et puis je me suis retrouvé comme ça au chômage. Et puis ça a duré. Ça a duré et je savais plus quoi faire de ma vie, si vous voulez. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc ça a duré assez longtemps, même très longtemps, parce que je suis resté 2 ans au chômage, ce qui est quand même long. Surtout qu'à l'époque, il y avait la dégressivité des allocations, donc c'était quand même assez flippant, si vous voulez. Puis il y avait une deadline, quoi. Il y avait un moment donné où je me disais, mais comment je vais payer le loyer de mon studio, quoi. Et puis il s'est passé quelque chose d'étonnant. Et cette chose étonnante, c'est quoi? C'est que j'ai ressenti, mais presque physiquement aussi, j'ai ressenti ce que je voulais faire. Et en l'occurrence, ce que je voulais faire n'avait rien à voir avec le métier que j'exerçais, avait plutôt un rapport avec ce qui m'intéressait depuis quelques années déjà, qui était dans le monde de la psychologie, puisque je me formais depuis plusieurs années à la psychologie, au développement personnel. Et un jour, je me suis dit, mais je veux devenir formateur. Alors, quoi de plus banal, me direz-vous, devenir formateur? Sauf que pour moi, ce n'était pas anodin. Pourquoi? Parce que d'abord, ça n'avait absolument aucun rapport avec ma formation. D'accord, donc je m'étais quand même battu pour faire ces études assez longues, avoir un diplôme difficile à obtenir, et finalement, ben, ça n'avait plus rien à voir. Donc c'était quand même un trait tiré sur le passé, donc il y avait un deuil à faire. Et puis aussi, et c'était plus embêtant, je dirais, c'était le genre de poste qui n'était absolument pas valorisé dans ma famille. Je vous ai dit que j'étais d'une famille de scientifiques. J'avais une grosse pression parentale pour faire des études. Là, c'était très important pour mes parents que j'ai un bon diplôme et un métier socialement reconnu. Et ça peut vous faire sourire, mais dans ma famille, formateur, c'était vraiment un petit métier, quoi. Surtout formateur en développement personnel. Vous voyez, mon père était agrégé de physiologie, voilà, il avait une chaire de physiologie à l'université, enfin, formateur en développement personnel. Hein, la psycho, c'est les sciences molles quand même. Donc vraiment, c'était renoncer à la reconnaissance de papa et maman, et c'était pas anodin. C'était pas anodin, sauf que je sentais au fond de moi que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et des années plus tard, après je vais y revenir, mais des années plus tard, je me suis interrogé sur finalement pourquoi j'ai eu cette espèce d'intuition, et vraiment je peux le qualifier d'intuition, parce que je l'ai senti monter en moi, et presque physiquement, et presque dans mon corps. Et en fait, quand je prends du recul, je me dis qu'est-ce qui caractérisait cette période de ma vie où j'étais au chômage. Mais en fait, ce qui caractérisait cette période, c'est que j'avais perdu tout ce dont je pouvais être fier. Je disais qu'avant, j'étais fier d'avoir ce poste, d'accord, d'avoir ces diplômes, etc. Et en fait, là j'étais plutôt dans une situation humiliante. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais caché ma période de chômage à ma famille. Je le cachais à tout le monde. J'ai jamais dit que je m'étais fait licencier. Ça, je l'ai dit peut-être, je sais pas, 15, 20 ans après, vous voyez. Donc vraiment, j'avais honte. Et ça me fait rire aujourd'hui, quoi. Et en fait, j'avais tellement honte d'ailleurs que j'en ai fait une dépression, mais vraiment, c'est-à-dire, j'étais pas beau à voir, hein. J'ai perdu presque 10 kilos et j'étais déjà pas gros à l'époque. Donc, voilà, je vous laisse imaginer ce qui restait, quoi. C'était vraiment, j'étais dans un état pitoyable. Et donc, c'est pas anodin, si vous voulez, que ce soit dans cet état qu'aient émergé ces choses. Et donc, la caractéristique de cet état pour moi était que j'avais abandonné tout ce à quoi je m'étais accroché jusque-là. Et ça pose justement la question de l'ego, qui est le thème, le sujet de cette conférence. Donc l'ego, c'est quoi finalement? Eh bien l'ego, c'est tout ce à quoi on peut s'accrocher pour tenter d'exister. Alors exister à nos yeux, à nous, mais aussi exister surtout aux yeux des autres. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement,
c'est pas évident de savoir qui on est. Moi, personne ne m'a jamais dit, et pas même mes parents, ma mère qui m'a mise au monde, m'a jamais dit, bah, voilà qui tu es. On m'a jamais dit qui j'étais. Si je vous pose la question à vous, qui êtes-vous, vous seriez peut-être embarrassé de me répondre. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous me répondriez. On pourrait faire le test, vous poser la question. Peut-être que vous me répondriez par votre profession. C'est ce qu'on fait le plus couramment. Vous voyez, quand on est actif, on dit, bah voilà, je suis, je sais pas, commercial, comptable, secrétaire, ingénieur. Et on peut tendre à se définir par sa profession. Et pourtant, vous auriez pu choisir un autre métier, n'est-ce pas? Est-ce que vous auriez été quelqu'un d'autre pour autant? Alors on peut aussi se définir par une qualité, dire je suis quelqu'un de gentil ou d'actif ou de fort ou de doux, de créatif, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être inhérent à votre personnalité. Et en même temps, peut-être que votre voisine de gauche ou votre voisin de droite a les mêmes qualités. Est-ce que ça en fait pour autant la même personne? On peut aussi se définir ou tenter de se définir par rapport à son physique, son apparence physique. Et ça arrive souvent aux personnes qui sont dotées d'un physique avantageux, qui peuvent avoir envie de s'identifier à travers leur beauté. Vous voyez, c'est en fait d'exister à travers leur apparence physique, alors que leur beauté, évidemment, n'est qu'un attribut. Et d'ailleurs, il y a un inconvénient à cela, évidemment, c'est que la beauté est quelque chose de peu durable, on le sait bien. Donc si on s'identifie à la beauté, on peut se préparer à souffrir quand même, d'accord? Et en fait, on peut aussi s'identifier à quoi? On peut s'identifier à son intelligence, à sa culture, vous voyez. On le perçoit souvent d'ailleurs quand on a affaire à des personnes qui cherchent à mettre en avant leur culture, vous voyez, à mettre en avant leur connaissance ou leur vivacité intellectuelle, quoi. Hein, parce que quelque part, ils cherchent à exister à travers un attribut qui, chez eux, est assez développé. On peut aussi chercher à exister à travers ce qu'on possède. Ça peut sembler bête, et en même temps, on peut être très nombreux à un moment donné être fiers d'avoir une jolie voiture ou une jolie maison. Et donc, derrière cette fierté, si vous la ressentez, il y a aussi quelque part une sorte de croyance que notre valeur peut reposer sur ce que l'on possède. Vous voyez, elle peut être liée à cette jolie voiture, cette jolie paire de chaussures ou je ne sais quoi encore. Alors qu'évidemment, il y a encore moins, je dirais, de rapport entre ce que l'on possède, puisque ce sont des choses complètement extérieures à nous-mêmes et nous, que nos qualités ou notre profession. Et en fait, voyez-vous, le problème avec toutes ces choses auxquelles on peut s'accrocher, toutes ces fausses représentations, je dirais, auxquelles on peut s'accrocher pour tenter d'exister à nos yeux et puis aussi aux yeux des autres, c'est qu'en fait, comme on ne se limite pas à ça, eh bien, en fait, ces représentations nous éloignent de nous-mêmes. Et finalement, plus on va réussir à exister à travers son métier, ses qualités et tout ce que j'ai cité, eh bien, finalement, moins on saura qui on est soi-même, surtout si c'est une stratégie gagnante, entre guillemets, surtout si ça marche, vous voyez. Et c'est bien le problème d'ailleurs avec tout ce qui est valorisant. Alors pour les gens beaux, ça va être leur physique, pour les gens riches, ça va être leur possession, pour les gens cultivés, leur culture, pour les gens beaux, leur corps, etc. Et pour les gens qui ont une profession valorisante, ben, ça va être leur profession. C'est qu'en fait, plus on va s'accrocher à ça et le mettre en avant, quelque part le mettre en scène, plus on va s'éloigner de qui l'on est, parce que plus on va perdre le contact avec qui l'on est, véritablement. Et vous voyez, en fait, ce qui a caractérisé ma période de chômage, il y a 25 ou 27 ans, 25 ans, eh bien, c'est que j'avais tout perdu, en fait. Je ne pouvais plus me raccrocher à toutes ces choses, parce que tout s'était dérobé sous mes pieds. En fait, j'avais plus rien à quoi me raccrocher. Oui, j'avais plus de métier, ben, par définition, j'étais chômeur. Mais je vous disais, j'avais perdu 10 kilos, donc j'étais pas beau à voir. Donc je pouvais vraiment pas chercher à exister à travers mon physique. Ben, je possédais rien, évidemment, hein, quand on est au chômage, qu'on n'a plus de métier, surtout en début de carrière, évidemment, on n'a rien. Je pouvais me raccrocher à rien, si vous voulez. Et je me sentais mal, je me sentais très très mal, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai senti quelque chose de vraiment très, très bizarre, très étonnant. Je me revois comme si c'était hier, même si c'était il y a longtemps. En fait, j'ai eu le sentiment que j'ai réalisé que j'existais toujours. C'est bizarre de le formuler ainsi, parce que on pourrait dire c'est une lapalissade. Hein. Tant que j'étais pas mort, j'existais, mais j'ai ressenti à ce moment-là très précisément que finalement j'avais pas besoin de réussir, j'ai pas besoin d'un job valorisant, j'avais pas besoin de quoi que ce soit, j'ai même pas besoin d'être beau pour exister, quoi. Et en fait, ça a été assez étonnant parce que à partir de là,
je me suis beaucoup détendu. C'est-à-dire, en fait, je pense que pendant ces années de chômage, et même auparavant, après avoir quitté mon premier job, je cherchais à exister à travers un autre job. Vous voyez, je cherchais à exister à travers autre chose. Donc, je cherchais désespérément un peu à me raccrocher à des branches, vous voyez. Et à partir du moment où j'ai j'ai compris que maintenant, il n'y en avait aucune pour moi, qu'il n'y avait vraiment, vraiment aucune solution de ce côté-là, et bien finalement, il y a eu une forme d'acceptation, donc de lâcher prise, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de tout ça. Alors c'est extraordinaire pour moi parce que à partir de là, tout m'était permis finalement. Vous voyez, je ne pouvais pas descendre plus bas. Finalement, j'avais plus de peur. Paradoxalement, c'est vraiment quand je suis tombé au fond du trou que je me suis libéré de mes peurs. Et les peurs, c'est quoi? Finalement, les peurs, c'est le fruit du mental. Et l'ego qu'on pourrait définir comme ces fausses représentations que l'on peut avoir de soi-même, ces fausses identités auxquelles on se raccroche, eh bien, l'ego naît de la peur. Et de la première d'entre elles, qui est la peur de ne pas être assez, quoi, de ne pas exister assez aux yeux des autres. Et donc, comment on veut à tout prix exister, et on ne réalise pas qu'on a besoin de rien en fait pour exister. On ne réalise pas que notre simple présence, votre simple présence, est d'une grande valeur sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, d'avoir quelques résultats que ce soit, de porter quelques vêtements que ce soit. Et donc, finalement, cette peur de ne pas être assez engendre finalement l'apparition de l'ego. L'ego qui nous éloigne de qui on est. Donc vous voyez, il y a une espèce de cercle vicieux finalement. D'où le cadeau que constituent souvent les crises, les problèmes et les échecs, même si ce n'est pas du tout dans notre culture. Dans notre culture, on veut réussir. Alors, moins qu'aux États-Unis où on veut réussir et le faire savoir, mais en tout cas, on n'aime pas l'échec, d'accord? On fait tout pour éviter l'échec. Et en fait, l'échec est un cadeau en ce sens qui nous permet de ne pas nous identifier à la réussite, quoi, qui nous permettrait de nous perdre finalement, vous voyez. Donc, la question c'est comment se libérer de l'ego. Comment se libérer de l'ego. Alors, ce n'est pas forcément obligatoire d'en passer par là où j'en suis passé, d'accord, de souffrir comme j'ai pu souffrir il y a 25 ans. Ce n'est pas obligé de se retrouver au chômage pour se libérer de l'ego. Je pense qu'il y a un certain nombre de voies qui amènent à la libération de l'ego. Il y a pas mal de démarches spirituelles qui conduisent à cela. Tout à l'heure, Leïna Sato nous invitait par exemple à une pratique de la respiration consciente. Eh bien, je suis arrivé à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'elle vous a confié avant, mais la respiration consciente, lapsus très intéressant, la respiration consciente amène à quoi? Et elle l'a dit d'ailleurs, Leïna, ça amène à une prise de conscience du corps. Et finalement, quand on est dans le corps, quand on est conscient de sa respiration, quand on est conscient de son corps, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus dans le mental. Et elle l'a dit d'ailleurs, on n'est plus dans la tête. Or, l'ego, les mécanismes égotiques sont des mécanismes cérébraux, sont des mécanismes du mental. Et donc, en fait, quand on est dans le mental, c'est là qu'on est dans l'ego. D'accord? Je vous disais que l'ego venait d'une peur. Les peurs sont un phénomène mental, un processus mental. D'accord? Donc, par exemple, toutes ces démarches spirituelles qui visent à travailler sur le fait d'habiter son corps, de s'ancrer dans son corps, et notamment par la conscience de la respiration, toutes ces démarches visent à se libérer de l'ego. D'où l'intérêt de la méditation, par exemple, la méditation de pleine conscience, qui va nous amener à prendre conscience de ce que l'on vit à l'instant présent, de ce que l'on ressent, et non pas de ce que l'on projette, que ce soit comme peur, comme regret, comme remords ou comme espoir, comme désir par rapport à l'avenir. Donc ça, il y a un premier axe de libération de l'ego. Il y a autre chose par rapport aux peurs, c'est de comprendre en fait le mécanisme derrière. Et il y a un véritable mécanisme psychologique qui est lié à ce qu'on appelle en psychologie les croyances. Les croyances, c'est quoi? Quand on dit croyances en France, on pense à croyances religieuses, n'est-ce pas? Et les croyances religieuses sont juste un exemple, un petit exemple de croyances. Les croyances, c'est quoi? Ce sont des sortes de convictions que l'on développe et que l'on a tous, que l'on développe sur soi, une conviction sur soi, une conviction sur les autres, une conviction sur le monde, une conviction sur la vie en général, sur notre vision de la vie. Et en fait, ces convictions, elles viennent d'où? Elles viennent soit d'un discours parental, c'est-à-dire évidemment, nos parents nous ont répété un certain nombre de choses, ils ont pu répéter les choses sur nous, en positif et aussi en négatif. Mais elles viennent aussi, ces croyances, de conclusions que l'on tire d'expériences vécues. En fait, il nous arrive des tas de choses tous les jours qui produisent un résultat. Et ce résultat, pour peu qu'il réponde à certaines conditions que les psychologues ont mises en évidence, eh bien, en fait, peuvent se transformer en convictions,
en convictions très profondes qui vont devenir des croyances. Alors, ces conditions vont varier d'une personne à une autre. Pour certains, ça va être qu'il y ait une émotion très forte associée à ça. Vous voyez, par exemple, vous essayez quelque chose, vous essayez de l'aïkido avec Mar, par exemple, parce que vous avez été séduit par son discours tout à l'heure. J'aurais vraiment aimé pouvoir venir plus tôt, mais je viens de province, donc je n'ai pas pu. Pour tout vous dire, j'ouvre une parenthèse, j'ai été très surpris de découvrir pas plus tard qu'hier que Mar intervenait aujourd'hui, puisqu'il a été mon prof d'aïkido pendant 2 ans. Et c'est une coïncidence totale, quoi. C'est un vrai plaisir de te revoir là. Donc imaginez, vous vous mettez à l'aïkido parce que vous avez été séduit par l'approche, et puis le premier jour, vous vous faites mal, par exemple. D'accord ? Peut-être que vous allez vous dire, dans l'aïkido, c'est pas pour moi. Parce que si vous êtes fait mal, donc il y a une douleur et que peut-être il y a eu une émotion, je sais pas, peut-être vous avez eu honte par exemple de tomber, de vous blesser quand même à la première heure devant tout le monde, peut-être que vous en avez tiré cette conclusion. Et peut-être qu'elle va se généraliser dans votre esprit, peut-être même à tous les arts martiaux. Les arts martiaux ne sont pas faits pour moi. Vous voyez, bon, c'est un exemple un peu trivial, mais qui peut montrer comment à un moment donné, notre cerveau généralise. La généralisation est le propre du cerveau humain. D'accord ? On le voit dès l'enfance. Et il y a une vraie fonction positive à cela. L'enfant qui met la main sur la porte du four, il va se brûler et il ne le refera pas une deuxième fois, parce que son cerveau va généraliser à toutes les portes du four. D'accord ? Donc c'est très utile. Alors, il y a des effets négatifs aux généralisations. On pense par exemple au racisme, etc. Enfin, il y a plein d'effets négatifs. Et donc les croyances fonctionnent souvent par généralisation du résultat qu'on a vécu de quelque chose. J'essaye quelque chose, ça ne marche pas, je peux en tirer la conclusion que je ne suis pas capable de faire ça. Et ça devient une croyance chevillée au corps. Croyance sur soi, on en a beaucoup par rapport à notre intelligence, par rapport à nos capacités, je viens de le dire, par rapport à nos capacités à réaliser nos rêves, par exemple. Vous voyez ? Si, je sais pas, vos parents vous ont répété à longueur de journée, même pas qu'à longueur de journée, mais si vous ont répété que vous n'iriez pas très loin dans la vie, vous n'étiez pas fait pour faire des études, eh bien, il y a des chances que ce soit ancré en vous. Si vous avez eu des mauvais résultats en maths à une certaine époque et que ça a suscité soit des émotions, soit ça s'est renouvelé à plusieurs reprises, ça peut être aussi une autre condition de création des croyances, eh bien peut-être que vous en êtes arrivé à la conclusion que vous n'êtes pas matheux ou matheuse, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'on entend souvent en France, et d'ailleurs c'est intéressant la formulation, mais au niveau identitaire, je ne suis pas matheux, d'accord ? Je ne suis pas matheux. Donc ça aussi c'est une croyance. La vérité, si on veut s'en tenir aux faits, c'est que vous avez eu un certain nombre de mauvaises notes, peut-être consécutives, à une certaine année dans votre scolarité. Puis après, si vous vous êtes mis à croire que vous n'étiez pas fait pour les maths, ou pire, que vous n'étiez pas matheux ou matheuse, à ce moment-là, c'est fini. Pourquoi ? Parce que les croyances vont produire en fait le résultat lié à la croyance. Vous voyez, si vous croyez que vous n'êtes pas fait pour les maths, eh bien, même si on vous fait faire un calcul ou quelque chose d'assez simple, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez vous conditionner à échouer. Vous voyez ? Si vous êtes convaincu de ne pas être capable de quelque chose, eh bien, vous aurez raison, tout comme si vous êtes convaincu de l'être. Parce que si vous êtes convaincu, à l'inverse, d'être capable, eh bien, vous allez mobiliser en vous vos croyances. Donc ça, c'est très utilisé en thérapie brève, en hypnose, où on va vous amener à faire comme si vous étiez capable. Vous voyez, vous allez simuler la possession des compétences dont vous avez besoin pour réaliser le projet qui vous tient à cœur. Et en faisant comme si, eh bien, vous allez accéder à des ressources auxquelles vous n'auriez pas accédé si vous étiez resté dans cette conviction que vous n'y arriveriez jamais. D'accord ? Donc ça, ce sont ces croyances. Et ces croyances ont un effet donc un peu autogénérateur. Il y a un exemple très, très simple aussi, assez imagé, c'est les croyances sur la vision du monde. Et ça, c'est vraiment essentiel, la vision du monde, parce que la vision de la vie va complètement conditionner notre vie. Alors, si vous êtes convaincu, je prends un exemple un peu caricatural, hein, si vous êtes convaincu par exemple que le monde est dangereux, mais qu'est-ce que vous allez repérer autour de vous ? Qu'est-ce que vous allez remarquer ? Tous les signes de danger. D'accord ? C'est là que vous allez mettre votre attention sur un projecteur qui peut se décrocher, sur le fait que vous pouvez vous prendre les pieds dans la petite trappe qui est au sol. Donc vous allez repérer tous les signes de danger et le fait de les voir va, mais complètement inconsciemment, renforcer la croyance que le monde est dangereux. Alors que si vous êtes convaincu que le monde est sympathique, accueillant, amical, vous allez voir tout ce qu'il y a d'amical ici. Donc vous allez voir cette jolie lumière, la température agréable. Vous allez mettre votre attention sur tout ce qui est positif. Et ça va renforcer votre croyance que vous êtes bien, que vous êtes en sécurité, etc. Ce qui est peut-être aussi erroné d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une croyance, vous voyez. Mais la croyance n'est pas la réalité. Il y a une distinction entre les deux. Et la croyance est mentale, la réalité, elle est là, ici, maintenant, dans mon corps, vous voyez.
Donc la croyance va agir comme un filtre perceptuel, un filtre de la perception. Et elle agit aussi à un autre niveau, qui est un niveau interprétatif. Là, c'est encore plus vicieux. C'est-à-dire, en fait, l'être humain est un être de sens. On a besoin de comprendre le monde autour de nous. Et quand on manque d'informations pour comprendre, ou qu'on ne sait pas écouter son corps, les intuitions de son corps et de son cœur, notamment par rapport aux gens, eh bien, on interprète. Donc vous voyez, en fonction de mes croyances, je peux par exemple interpréter le comportement de Mar au premier rang comme étant un comportement, je ne sais pas, peut-être je vais me dire, il doute de ce que je dis, parce qu'il a cette posture très très droite, et je vais me dire, tiens, il est peut-être en opposition, vous voyez. Et puis là, il rigole, et peut-être qu'il se moque de moi finalement. Ou je peux interpréter cette posture comme étant une posture de concentration, d'écoute. Et puis peut-être me dire, bah, tiens, il rigole, c'est que voilà, je parviens à l'amuser, donc il est content, donc il m'aime bien. Et en fait, dans les deux cas, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, d'accord. Je n'en sais rien, la vérité c'est que je n'en sais rien mentalement en tout cas. Mais j'interprète parce que l'être humain a besoin de sens. Et en fait, l'interprétation va aller dans le sens de nos croyances, puisque ce sont précisément nos croyances qui nous permettent d'interpréter. Et donc cette interprétation va renforcer la croyance. Donc ça va les rendre très très stables. D'accord. Et donc, si vous voulez vous libérer de ce genre de croyances qui vous amène à être de plus en plus dans votre mental, dans votre esprit, et donc dans votre ego, eh bien, un des moyens, une fois de plus, c'est de revenir sur le concret, sur le présent, faire la part des choses entre ce qui est une création de l'esprit et ce qui est la réalité. Et pour ça, c'est notamment bien s'ancrer, écouter son cœur. Et à ce moment-là, on voit, même par rapport à une personne, que finalement, en regardant une personne, on va sentir un certain nombre de choses, et qui ne correspondent pas forcément à sa posture ou à je ne sais quoi encore de mental, d'analyse mentale. À ce sujet, il y a une expérience super intéressante, même si elle est un peu dérangeante quelque part, qui a été faite il y a quelques années auprès de personnes qui sont chargées dans les familles d'identifier le risque social par rapport aux enfants, en fait, de savoir si un enfant dans des familles en difficulté, un enfant risque d'être maltraité dans sa famille ou pas. D'accord. Donc on sait qu'il y a les assistantes sociales qui ont des formations assez poussées pour pouvoir, en visitant une famille, être capable d'identifier le risque pour l'enfant. D'accord. Et puis, l'expérience a été la suivante. Ils ont fait un groupe test donc, constitué d'assistantes sociales qui ont en effet visité un certain nombre de familles et puis ont formulé donc, leur compte-rendu, leur rapport et donc leur verdict entre guillemets par rapport à cette famille. Et puis, ils ont mesuré dans le temps si elles s'étaient trompées ou si elles avaient vu juste. Et puis, ils ont envoyé des stagiaires qui n'étaient absolument pas formés, vraiment zéro formation. Et puis ils leur ont dit, voilà, vous allez dans la famille, vous passez le même temps que l'aide-soignante, l'assistante sociale dans la famille. Vous allez en famille, vous parlez avec les gens, et puis vous voyez ce que vous sentez. Et puis vous faites un rapport, vous nous dites est-ce que l'enfant est en danger ou est-ce que tout va bien. Mais vraiment au feeling. Et en fait, d'après vous, qui a eu les meilleurs résultats? Les stagiaires. Les stagiaires ont eu un bien meilleur résultat que les assistantes sociales, que l'on avait formées finalement au niveau mental, vous voyez, à une démarche critérielle très précise. C'est troublant, n'est-ce pas? Et ça me rappelle d'ailleurs la démarche qui était la mienne quand j'étais en recherche d'un emploi épanouissant, où je ramais en allant de poste en poste. Quelle était ma démarche? Elle était critérielle. C'est là que je m'interrogeais sur qu'est-ce qui va faire que je vais m'épanouir dans un poste. Alors j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'un bon salaire, j'ai besoin de ceci, de cela, j'ai besoin de stimulation intellectuelle, de collègues, etc. Vous voyez, donc une liste de critères. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on veut prendre une décision avec une liste de critères? En fait, plus il y a de critères, et moins on peut trancher, moins on peut prendre la décision, parce qu'aucune décision ne va répondre à tous les critères. Et donc à un moment donné, voilà, on peut plus en sortir. Oui, ça devient une espèce de boucle infernale, surtout que j'étais propice au doute, donc ça devenait vite l'enfer, vous voyez. Alors que finalement quand on apprend simplement à écouter son cœur, vous voyez, à savoir qu'est-ce que l'on ressent par rapport à une situation, par rapport à un poste qu'on entrevoit, par rapport à une famille, si on est dans l'assistance sociale, mais finalement en écoutant son cœur, il y a un certain nombre de choses qui émergent et qui sont très souvent beaucoup plus proches de la vérité, vous voyez, qu'une démarche purement mentale. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, n'hésitez pas. Je vous parlais de vision de la vie à l'instant. Je vous disais finalement, nos croyances nous forgent une vision de la vie. C'est vrai qu'on a une constellation de croyances en nous, on croit des tas de choses sur nous, sur les autres, sur le monde, et ça va un peu conditionner notre vie.
En Occident, aujourd'hui, on a une vision de la vie qui est majoritairement, très majoritairement matérialiste, hein, au sens philosophique du terme. Et en fait, pour faire simple, il y a 200 ans, hein, lors de la Révolution française, on a tourné le dos à la religion, et c'était sans doute une bonne chose, puisque à l'époque, les religieux avaient une emprise sur la société, et même sur chaque individu, sur chacun, une emprise abusive. Donc on a évidemment eu raison de se libérer de cette emprise. Et peut-être qu'on a jeté complètement le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire aujourd'hui, 2 siècles après, les gens sont ultra majoritairement athées et ont adopté une vision matérialiste de la vie. Alors, la vision matérialiste de la vie, au sens philosophique du terme, c'est quoi? C'est croire que la vie est matière, finalement. Croire que la vie est matière, c'est-à-dire que votre corps n'est fait que d'atomes, de cellules, de molécules, et que finalement, eh bien, à votre mort, cet assemblage d'atomes va disparaître. On va redevenir de la poussière, il n'y aura plus rien. Ça, c'est la vision matérialiste. La vie est matière. Une autre vision, qui est une vision plus spirituelle, même si elle n'est pas au sein d'une religion, bien sûr, mais une vision spirituelle est de croire qu'il y a quelque chose. Alors certains appellent ça Dieu, certains croient en une force supra-religieuse, certains croient en une résurgence de l'âme. Léna disait tout à l'heure qu'on a tendance à croire en Occident que la conscience est contenue par le corps, et elle nous disait, si j'ai bien entendu, que c'est peut-être le contraire, c'est peut-être le corps qui est contenu par la conscience. Vous voyez, donc on peut croire, dans une vision plus spirituelle, que finalement notre âme existe indépendamment du cerveau et n'est pas un sous-produit du cerveau, de sa complexité, et peut-être à ce moment-là qu'elle perdure, vous voyez, au-delà de la mort. Donc là, je vous présente 2 visions de la vie qui sont radicalement différentes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux vous amener à réaliser que la vision de la vie matérialiste est une vision qui, tout à fait naturellement, va amener dans l'ego. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on considère que le corps n'est que matière, eh bien, en fait, ça pousse, selon moi, au moins dans 2 directions en termes de vie personnelle. D'abord, ça pousse à une forme d'individualisme. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes que de la matière, pourquoi je ferai attention à vous, d'accord? Pourquoi est-ce que je ferai preuve de gentillesse envers vous si vous n'êtes qu'un amas d'atomes? D'accord? Non, je suis désolé, mais si vous êtes un amas d'atomes et moi aussi, je vais m'occuper de moi d'abord. D'accord? Donc en fait, c'est une vision qui pousse à l'égoïsme, finalement, à l'individualisme. Il y a un deuxième effet, au moins, selon moi, c'est que ça pousse au consumérisme. C'est-à-dire, en fait, si la vie n'est qu'un passage de quelques décennies, allez, peut-être 100 ans dans le meilleur des cas, soyons optimistes, et qu'après, il n'y a plus rien, eh bien, à ce moment-là, il faut en profiter. Il faut en profiter comment? Il faut en profiter en expérimentant un maximum de plaisir, en accumulant un maximum de plaisir. Tous les plaisirs que l'existence charnelle peut nous offrir, d'accord? Donc, ça pousse à la consommation. Et finalement, le fait qu'on soit aujourd'hui dans une société, enfin, nous et dans la plupart des pays, des sociétés qui sont bâties uniquement sur le tout économique, est pour moi une conséquence directe de la vision, d'une certaine vision de la vie, qui est la vision matérialiste. Et c'est vrai que parfois j'entends des gens déplorer à juste titre cet individualisme exacerbé et cette société fondée sur le tout économique, mais pour moi ils ne sont qu'une conséquence de la vision de la vie. C'est Bossuet qui disait Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et je pense qu'on est en plein dedans, si vous voulez. Donc ça interpelle aussi sur la vision de la vie. Si vous avez cette vision matérialiste, ça veut dire qu'à partir de l'âge de 20 ans, vous êtes sur le déclin, en fait. Désolé de vous le dire, on est quelques-uns à avoir plus de 20 ans ici. À partir de 20 ans, on commence à perdre des neurones. Voilà. On commence à perdre des neurones, le corps s'abîme, la peau s'abîme, tout s'abîme. On est sur le déclin à partir de 20 ans. Donc en fait, si on a cette vision matérialiste de la vie, on a quand même une vision assez pathétique, si vous voulez, de la vie. Alors on l'oublie. Il y a le fameux divertissement pascalien. Vous savez, Blaise Pascal disait finalement les hommes, par peur de ce qui vient au bout, à savoir de la mort, par peur de la mort, s'abîment dans un certain nombre d'actions. Ce qu'il appelait le divertissement, ce n'était pas à prendre au sens propre du terme, ça c'était pas les loisirs. C'est tout ce que l'on fait dans nos actions pour oublier finalement notre condition de mortel. Et donc finalement, cette vision est assez pathétique. Alors qu'à l'inverse, si vous entrevoyez la possibilité qu'il y ait autre chose, et peut-être qu'en effet votre âme existe au-delà de ce corps, peut-être qu'elle, pour certains, certains vont parler d'incarnation, oui, pour penser que l'âme s'est incarnée ponctuellement pour vivre dans ce corps un certain temps, et qu'elle va durer au-delà de ce corps. Et bien à ce moment-là, ça vous donne une vision qui est complètement différente,
Et ça vous donne, je pense, un état de confiance, j'allais dire conscience, encore un lapsus dans le même sens, de confiance, parce qu'à ce moment-là, ça vous libère de la peur de la mort. Ça vous libère de la peur de la mort dans la mesure où il y a autre chose après. Donc si vous entrevoyez cette possibilité, vous vous détendez. Alors on me fait signe que le temps passe, d'accord. Je vais accélérer, Alexis. Donc à ce moment-là, ça vous libère de cette peur et ça vous permet presque paradoxalement de savourer beaucoup plus la vie. C'est-à-dire pour moi, c'est à partir du moment où on accepte la mort, même si c'est plus du tout dans notre culture, qu'on peut véritablement savourer la vie. D'accord ? Donc voilà, on a exploré quelques directions. Une dernière, j'ai envie de vous dire, on a vu comment rentrer en contact avec son corps. On a vu la vision de la vie qui amène à être plus dans l'état présent finalement, plutôt que dans le mental et aux prises avec ses peurs. Il y a un dernier élément dont je voulais vous parler, c'est l'attention, ce sur quoi on pose notre attention. C'est-à-dire pour pouvoir être en contact avec son corps et surtout écouter nos intuitions. Moi, à partir du moment où j'ai appris, depuis ma période de chômage, à écouter ce qui venait de mon corps, tout a été facile dans ma vie. Vous voyez, je vous ai dit que j'étais devenu formateur, j'ai exercé ce métier avec passion pendant 12 ans. J'ai jamais dû lutter, les contrats sont tombés du ciel, les portes se sont ouvertes comme par magie, tout a été facile. Quand j'ai senti monter en moi l'envie d'écrire, 10 ou 12 ans plus tard, j'ai trouvé un éditeur en 15 jours. Tout a été facile à partir du moment où j'étais à l'écoute de ce qui venait de moi. Et donc la question, pour terminer dessus, c'est comment être à l'écoute de ce qui vient de nous. Et pour être à l'écoute de ce qui vient de nous, pour moi, c'est aussi tout simplement une habitude de l'esprit. Et en l'occurrence, s'accorder un petit peu de temps dans une société où notre attention est facilement accaparée par l'extérieur et par un certain nombre de choses qui nous stimulent, et bien prendre un petit peu de temps pour mettre l'attention à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, entrer en introspection, même si ce n'est pas du tout culturel en Occident. Et ça peut se faire très simplement. Vous voyez, moi je prends un peu de temps tous les soirs pour faire un petit peu le vide et rester seul avec moi-même. Donc j'éteins toutes ces belles machines qu'on peut tous apprécier, voilà, Internet, SMS, les emails, etc., qui sont des outils qui sont des sources de stimuli. C'est-à-dire, en fait, ils nous donnent des émotions et on aime bien les émotions. On se sent vivre, n'est-ce pas, quand on sent des émotions, surtout les émotions positives. Et on peut même développer une forme d'addiction aux émotions positives, guetter le SMS de l'ami ou le message sur Facebook. Mais on devient aussi, et ça les psychiatres le savent bien, on développe aussi des addictions aux émotions négatives qui sont véhiculées par la presse. Quand on entend toutes ces mauvaises nouvelles, quand on allume la télévision, en fait, on peut devenir dépendant. Parce qu'inconsciemment, en fait, on cherche à se prémunir des catastrophes qui pourraient aussi survenir dans notre vie. Donc ça décuple notre attention, et on le sait bien. Donc dans ce contexte, où on est abreuvé de stimuli externes, si on prend quelques minutes juste pour rester seul avec soi-même, peut-être en pratiquant la respiration consciente, eh bien en fait, ça permet de se reconnecter avec soi-même, quoi. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui vont émerger à condition qu'il n'y ait pas d'objectif. Vous voyez, pour moi, toute méditation doit se faire sans objectif. Si on a un objectif à l'esprit, c'est un peu perdu d'avance. Donc accepter le vide et le silence, même si c'est plus trop dans nos habitudes, n'est-ce pas? Et tout ça dans une vision de la vie, donc de confiance et positive. Et pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime bien. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis, dans les montagnes rocheuses. C'est une petite fille avec son papa qui se promènent. Vous imaginez ces magnifiques montagnes avec ces rochers assez abrupts, et puis aussi il y a des sapins d'un vert profond qui se détachent sur un ciel bleu éclatant. Donc la petite fille marche avec son papa, et puis à un moment donné, elle est tellement joyeuse qu'elle s'écrie « C'est fantastique !» Et elle entend « C'est fantastique !» Et elle est très surprise, parce que c'est la première fois qu'elle entend ça. Elle se dit « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Oh ouais, oh ouais !» Elle se tourne vers son papa, d'un air interrogateur, et lui ne lui dit rien. Alors elle continue, puis elle dit « Mais qui es-tu ? Qui es-tu ?» Ça la vexe un peu qu'on lui retourne la question. Elle dit « Non, toi d'abord !» « Non, toi d'abord !» Là, elle est très en colère. Elle dit « Mais t'es nul ! Je te déteste ! T'es nul ! Je te déteste !» Alors là, elle est blessée et en même temps, elle culpabilise un peu parce qu'elle réalise que c'est quand même elle qui a commencé. Alors elle va dire « Je suis désolée !» Je suis désolée. Alors là, elle se détend. Et puis elle finit par dire je t'aime. Je t'aime. Alors elle se tourne vers son papa et lui dit mais enfin papa, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Explique-moi. Et son papa lui dit ma chérie, les gens appellent ça l'écho, mais moi j'appelle ça la vie. Parce que tu vois ma chérie, la vie, elle te renvoie toujours ce que tu lui donnes.